Le 15 août 1947, l'Empire britannique des Indes, le Raj, accouchait dans la souffrance de deux États rivaux et passionnément antagonistes dès leur origine, l'Union indienne et le Pakistan. Deux États ne font pas encore deux nations. Et depuis leur création, les mouvements sécessionnistes ont été nombreux. En 1971, le Pakistan éclate entre sa branche occidentale et le Bengale oriental. Ce dernier, sous le nom de Bangladesh, conquiert son indépendance avec l'aide militaire de l'Inde. En 1984, c'est cette fois l'Inde elle-même qui doit combattre de véritables insurrections séparatistes, celle des Sikhs de l'ancien Pendjab et celle des musulmans du Cachemire. Et en 1990-91, Indiens et Pakistanais sont à nouveau à deux doigts d'en venir aux mains en déployant des armes nucléaires dangereusement près de leurs frontières. Encore à l'heure actuelle, l'ancien empire des Indes n'a pas fini de panser les plaies de sa partition. Pourtant, le climat change. Des historiens indiens et pakistanais, de part et d'autre de la nouvelle frontière, remettent en cause les conclusions hâtives de leurs aînés qui présentaient la séparation comme inévitable afin de légitimer les deux nouveaux États. Tout ceci permet de mieux comprendre pourquoi la partition était devenue inévitable, mais aussi comment certains ont cherché à l'empêcher et surtout pourquoi elle pourrait aujourd'hui commencer à se dépasser dans la recherche d'une unité supérieure, la nouvelle Asie du Sud indo-pakistanaise. Quelle est la place des musulmans dans l'Inde britannique ? Au début du siècle, les musulmans ont une place importante dans l'Inde britannique. Ils ont leur université, fort libérale, à Aligarh, leur aristocratie reconnue, leurs intellectuels et une forte présence dans l'armée des Indes qui compense la domination hindoue dans les couches basses et moyennes de la fonction publique, l'Indian Civil Service. Dans les premières décennies du siècle, hindous et musulmans coopèrent aussi dans le mouvement de démocratisation de l'Empire, le Congrès pan-indien. Parmi les élites, les musulmans ont le sentiment de faire largement jeu égal avec les hindous. Au début du parti du Congrès, ils sont très présents autour de Gandhi et leur représentant principal, Mohammed Ali Jinnah, ne souhaite qu'un partage équitable du pouvoir et de l'influence une fois l'indépendance acquise. Mais c'est paradoxalement la réussite du mouvement démocratique dans les années 30 qui fragilise la position des musulmans. En effet, les choses commencent à changer lorsque, sous la pression populaire, Londres entame le processus de l'indépendance en organisant des élections libres et démocratiques en 1937. Le principe One Man, One Vote, inconnu jusqu'alors, permet aux jeunes leaders du parti du Congrès de balayer partout les candidats de l'aristocratie pro-britannique et les modérés de toutes sortes, musulmans comme hindous. Mais le suffrage universel établit aussi pour la première fois le rapport de force entre les deux communautés. Les musulmans sont écrasés. Or, si le parti du Congrès est officiellement laïque et compte dans ses rangs d'éminents intellectuels musulmans, comme Maulana Azad, Zakir Hussain, futur chef de l'État de l'Inde indépendante, ou l'extraordinaire leader mystique des Pathans des confins afghans, Mohammed Jafar Khan, ce sont cependant les masses hindoues qui assurent le succès du parti. La Ligue musulmane s'inquiète des succès de ce quasi-parti unique et demande alors des garanties pour l'islam, devenu tout d'un coup minorité. Dès ce moment, le grand poète musulman Sir Mohammed Iqbal parle de la nécessité d'un regroupement politique des trois provinces de l'Ouest à majorité musulmane, le Pendjab, le Cachemire et le Sindh, en une entité particulière, sorte de place de sûreté pour tous les musulmans minoritaires de la vallée du Gange et qui trouvent un nom qui joue sur leurs abréviations, Pakistan. Les Anglais encouragent-ils ce jeu dangereux ? Non. Il est faux historiquement de dire que l'Angleterre a voulu diviser pour régner. Mais si l'administration civile coloniale joue le jeu de Gandhi et du Congrès dans l'espoir d'obtenir la coopération du mouvement de libération et de prévenir une insurrection hindoue en cas de guerre avec l'Allemagne et le Japon, en revanche, ce n'est pas le cas de l'armée britannique des Indes, dans laquelle les musulmans du Pendjab en particulier sont très nombreux. C'est avec la Deuxième Guerre mondiale que l'Inde marque un pas décisif vers l'indépendance, bien sûr, mais aussi vers la partition. Du côté hindou, le chef de l'aile révolutionnaire du Congrès, Subhas Chandra Bose, rejoint le Japon et lève parmi les prisonniers indiens à Singapour et en Birmanie une armée de volontaires qui combat un peu avec les Japonais. Quant aux autres dirigeants du Congrès, sans s'allier aux Allemands et aux Japonais, ils refusent d'aider les Britanniques. Quand les Japonais se retrouvent en Birmanie aux portes de l'Inde,
Gandhi appelle à la résistance passive, ce qui lui vaut de retourner en résidence surveillée. Les musulmans, au contraire, restent fidèles dans leur masse à la couronne britannique, derrière leur leader traditionnel. Quant à l'Angleterre officielle, celle de Churchill, elle commence à jouer durement contre le Congrès, et donc avec la Ligue musulmane, qu'elle tenait jusqu'alors en lisière. Elle tient cette ligne jusqu'à la capitulation japonaise de 1945 et l'arrivée des travaillistes au pouvoir, qui envoient Mountbatten comme vice-roi de l'indépendance à Delhi en mars 1947. C'est ce que se demandent beaucoup de jeunes historiens de l'Inde. Et plusieurs éléments justifient leurs interrogations. D'abord, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les courants intégristes qui inspirent l'islamisme contemporain, celui du théologien Maududi par exemple, sont alors hostiles à la partition. Ils craignent à juste titre que celle-ci ne laisse dans la partie indienne plus d'un tiers des musulmans de l'Empire, soumis à l'autorité illégitime à leurs yeux d'un État laïque et hindou, celui de Nehru et du Congrès. Et de fait, les 120 millions de musulmans de l'Inde actuelle sont aujourd'hui tout aussi nombreux que ceux du Pakistan ou du Bangladesh. À la tête du mouvement pour le Pakistan, on ne trouve pas des religieux, mais des notables civils et militaires de la communauté musulmane très pro-britannique. Ils sont rejoints en cours de route par un personnage complexe et retors, le riche avocat Mohammed Ali Jinnah. Après avoir été le rival de Nehru pour la direction du parti du Congrès, partageant avec lui un idéal à la fois laïque et parlementaire, il se rallie sur le tard à la Ligue musulmane et donne alors à la cause pakistanaise la tonalité d'un affrontement personnel. Or, Jinnah hésite beaucoup. En 1946, après l'élection d'une assemblée constituante, il ne demande pas la partition, mais l'utilise comme élément de marchandage, dans le but d'obtenir des garanties pour les musulmans dans le nouvel État. Quant à Gandhi, passionnément attaché à l'unité du pays, il est prêt, fin 1946, à accorder à Jinnah la direction du gouvernement en échange d'un compromis. Mais jacobins dans l'âme, les congressistes ne veulent, ni sans doute ne peuvent, transiger sur le principe d'un homme, une voix, et d'un gouvernement un et indivisible pour toute l'Inde. Plus réaliste, Nehru, qui bloque l'offre de Gandhi, préférera à son tour la partition à la dilution du pouvoir central. Comment se noue le drame de la partition ? C'est en fait le passage des élites politiques à des masses fanatisées par des chefs religieux locaux, ce que les Indiens appellent le communalisme, qui fait déborder la situation vers une partition violente. Ainsi, le mouvement de libération, d'abord laïque tant qu'il était dirigé par les élites, s'est brisé sur le problème religieux, ou plutôt communautaire, en descendant vers les masses. Dès 1946, les heurts sanglants entre hindous et musulmans se multiplient dans la vallée du Gange et au Pendjab. Ils entraînent une véritable purification ethnique qui s'étend ensuite au Bengale. Car c'est là le paradoxe, là où les musulmans sont majoritaires, Sindh, Bengale oriental, leurs dirigeants locaux sont les moins enthousiastes pour la partition qu'ils subissent dans la vague de violence qui se généralise. Bientôt, on ne peut plus reculer. Les futurs maîtres de l'Inde ne parviennent pas à contenir la pression populaire et le Pakistan devient alors l'ultime garantie pour des musulmans menacés de tout le nord de l'Inde. Ainsi, un État double voit-il le jour de part et d'autre de l'axe du Gange et se maintient-il jusqu'à la sécession du Bangladesh en 1971. Quant au Cachemire, bien que majoritairement musulman, mais hostile au séparatisme et gouverné par un Maharaja hindou, il opte pour rester dans l'Inde à condition de demeurer autonome. Cette autonomie, constamment refusée par Delhi, provoque la radicalisation progressive des Cachemiris eux-mêmes, aujourd'hui insurgés, mais toujours en majorité peu désireux de rejoindre un Pakistan trop violent et trop religieux à leur goût. Et aujourd'hui, peut-on revenir sur la partition ? Oui et non. Il est vrai que le premier Pakistan a vécu jusqu'en 1971, avec la cassure des deux parties de son territoire, comme une sorte d'Inde musulmane. Mais il est également vrai que les 120 millions de musulmans de l'Inde proprement dite demeurent des citoyens de seconde zone. Et le modèle indien actuel, faussement laïque, n'attire pas encore suffisamment les forces éclairées du Pakistan et du Bangladesh pour que ces deux États souverains renoncent d'eux-mêmes à exister. Certains groupes ont évolué. Une partie des Sikhs, autrefois fanatiquement anti-musulmans, se sont alliés au Pakistan contre Delhi.
Une partie des Mohajers, ces réfugiés musulmans du cœur de l'Inde qui ont émigré à Karachi, se sont retournés vers le soutien de l'Inde, faute d'avoir trouvé la place à laquelle ils aspiraient dans la nouvelle société pakistanaise. La naissance des intégrismes violents, musulmans au Pakistan, hindous dans la vallée du Gange, sikhs au Pendjab, a pourtant rapproché insensiblement tous les modérés. Les musulmans de l'Inde soutiennent l'actuel gouvernement de gauche, d'Inder Kumar Gujral, lequel aide à son tour la Ligue Awami laïque de Sheikh Hasina Wajid au Bangladesh. Des voix s'élèvent au Pakistan pour un rapprochement, d'abord économique avec l'Inde. Ces voix sont d'autant plus fortes que le régime atroce des talibans afghans est aux portes et qu'il a été conforté par les services spéciaux d'une armée pakistanaise, elle-même de plus en plus intégriste, de moins en moins nationale. C'est tout ce mouvement de retour vers les erreurs de 1947 qui inspire le plus grand écrivain de l'Inde moderne et le plus grand intellectuel musulman de cette fin de siècle, Salman Rushdie. Puisse-t-il être entendu de tous.